Michel Fourniret, Monique Olivier, deux noms qui en France résonnent encore comme un choc. Lui, déjà condamné pour agression sexuelle sur mineur, avant même qu'ils ne se rencontrent. Elle, qui deviendra son épouse et sa complice. Ici, il ne sera pas question de reconstituer ou de détailler les violences. Les faits ont été établis par la justice. Les victimes sont bien réelles. Leur mémoire impose retenue et responsabilité. Ce qui nous intéresse, c'est autre chose, la mécanique. Comment deux trajectoires se croisent, comment une correspondance devient un lien, comment une fragilité rencontre une stratégie, comment une emprise se tisse, presque silencieusement, bien avant que le pire ne commence. Avant les crimes, il y a une rencontre. Avant la rencontre, il y a une intention. Et tout commence par une annonce. Bienvenue dans Clinique du crime, saison 4 sous contrôle, affaire Monique Olivier, Michel Fourniret. « 1986. Dans le journal Le Pèlerin, une petite annonce paraît. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. La phrase est neutre, elle ne parle pas de sexualité, elle ne parle pas de violence, elle parle de solitude. Ce mot est stratégique. La solitude n'effraie pas, elle appelle la compassion, elle appelle la compréhension. Michel Fourniret est incarcéré pour agression sexuelle sur mineur. Ce n'est pas un détail secondaire, c'est fondamental. Une majorité de femmes ne répondra pas à cette annonce, donc celles qui répondent ont déjà franchi un seuil psychique. Elles acceptent d'entrer en lien avec un homme condamné pour des faits graves. Ce n'est pas encore une complicité, mais c'est une tolérance. Et la tolérance est déjà un test. Monique Olivier répond. Les échanges deviennent réguliers. On parle de plus d'une centaine de lettres écrites par lui, des dizaines par elle. Le rythme s'installe. Ces lettres au début ne sont pas passionnées, non, elles sont enveloppantes. Page après page, il parle de sa solitude, puis de l'injustice, puis de son sentiment d'incompréhension, comme s'il posait mot après mot les pièces d'un piège. Un piège où Monique Olivier, sans s'en rendre compte, s'engage un peu plus à chaque ligne. Dans certaines correspondances rapportées par la presse, il écrit des phrases qui valorisent. Vous êtes différente, vous ne me jugez pas, vous me comprenez. La stratégie est fine. Il ne demande rien au départ. Il crée une atmosphère. Il installe un climat. Imaginez une table, une enveloppe ouverte, une lettre lue le soir. Monique Olivier, à ce moment-là, est divorcée. Ses enfants ne vivent pas avec elle. Elle traverse une période de fragilité narcissique. Le divorce est une blessure identitaire. La séparation d'avec ses enfants accentue le sentiment d'échec. Elle écrit qu'elle se sent seule, elle parle de ses journées, elle parle de ce vide. Et en retour, elle reçoit des lettres qui la désignent, pas comme mère, pas comme ex-épouse, mais comme interlocutrice privilégiée. La désignation est puissante. Il faut s'arrêter sur ce mot, solitude. La solitude n'est pas simplement une circonstance. Chez certaines personnalités, elle devient angoisse centrale. Les experts psychiatres décriront plus tard chez Monique Olivier des traits de personnalité dépendante. La dépendance affective n'est pas une simple tendance à s'attacher, c'est une organisation psychique. Elle se caractérise par une peur intense de l'abandon, une difficulté à exister sans regard extérieur, une tendance à s'effacer pour maintenir le lien et un besoin d'être choisi, fixé dans une place. Dans ce type d'organisation, la solitude peut être vécue comme un effondrement interne, pas comme un confort, comme perte d'existence symbolique. Si personne ne me regarde,
Est-ce que j'existe encore? La correspondance vient répondre exactement à ce point fragile. Elle reçoit une attention régulière, une validation constante, une présence stable. Les lettres deviennent alors régulation affective. Au fur et à mesure, les lettres deviennent plus longues, plus personnelles. Il ne parle plus seulement de la prison, il parle d'elle, de ce qu'elle représente. Il écrit qu'elle est différente, qu'elle ne ressemble à aucune autre, qu'elle a quelque chose de rare. La rareté est une arme. Dire à quelqu'un qu'il est rare, c'est l'isoler positivement, c'est lui donner une place exclusive. Et puis le langage change encore. Les surnoms apparaissent. Il l'appelle ma mésange. Elle l'appelle Shere Khan, comme le tigre du livre de la jungle. Le registre animal s'installe, lui devient fauve, puissant, instinctif. Elle devient celle qui l'admire, celle qui le suit, celle qui le nomme. Ce glissement n'est pas décoratif, il installe une scène. Dans certaines lettres, elle se plaint des hommes de son passé, elle évoque un ex-mari violent, elle parle de blessures, d'humiliation. Et lui, il promet. Il promet de la venger, il promet de régler les comptes, il promet de faire disparaître ceux qui lui ont fait du mal. La promesse de protection est centrale, mais elle n'est pas unilatérale. Dans des extraits rapportés par la presse, elle écrit « J'accepte, mon fauve, de te seconder, de t'aider ». Cette phrase est un tournant. On n'est plus dans l'échange affectif, on est dans l'alignement, dans la disponibilité, dans l'engagement. Ce qui était plainte devient projet, ce qui était consolation devient pacte imaginaire, et tout cela se fait dans la douceur apparente des lettres. Des lettres qu'elle relit peut-être. Certaines phrases sont soulignées mentalement. Tu es la seule. Personne ne m'a jamais compris comme toi. Avec toi, je peux être moi-même. Ce type de formulation crée une intimité accélérée. L'intimité est construite par la confidence. La confidence crée l'illusion d'une profondeur. Et plus la profondeur est ressentie, plus la loyauté augmente. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas violent, c'est progressif. Une ligne après l'autre, une réponse après l'autre, et la correspondance devient le centre de la journée, le rythme des lettres devient rythme du lien. Michel Fourniret ne séduit pas par hasard. La publication d'une annonce depuis une prison n'est pas naïve, c'est une sélection. Les femmes qui répondent savent. Il ne cache pas son incarcération. Monique Olivier sait qu'il a été condamné pour agression sexuelle sur mineur. Elle continue. Ce elle continue est central. Dans les dynamiques perverses, le premier seuil est observé attentivement. Est-ce qu'elle fuit? Non. Est-ce qu'elle questionne? Peu. Est-ce qu'elle reste? Oui. La tolérance au malaise est notée. Lorsque quelqu'un accepte de maintenir le lien malgré un passé lourd, il montre qu'il est capable de supporter une dissonance. Et la dissonance est le terrain idéal pour l'emprise. La dissonance cognitive, c'est quand deux vérités incompatibles cohabitent. Il a été condamné, et pourtant, le lien tient. Alors l'esprit s'adapte, il minimise, il justifie, il réécrit, il a changé, il a payé, personne ne l'a compris. Pour ne pas se briser, l'esprit négocie. Il rabote l'alerte, il polit le danger, il se raconte une histoire acceptable. Et quand l'histoire devient acceptable, le seuil est déjà franchi. La relation devient plus importante que l'alerte. Le lien commence à primer sur la morale extérieure. Ce n'est pas encore le pacte, mais le terrain est prêt. Au fil des lettres, un changement subtil apparaît.
Il ne s'agit plus seulement de correspondre, il s'agit de créer un monde à deux. Voici certaines formulations. Les autres ne peuvent pas comprendre. Nous sommes différents. Notre lien est spécial. L'isolement psychique commence avant l'isolement physique. Le couple symbolique se construit dans la correspondance. Le tiers, c'est-à-dire la société, la loi, l'entourage, est progressivement disqualifié. Le nous prend forme. Et lorsque le nous prend forme, la loyauté commence. Il existe dans les archives une phrase qui revient, sous des formes différentes, mais toujours la même idée. Tu ne seras plus seul. Pour une personnalité dépendante, cette phrase n'est pas romantique. Elle est structurante. Elle ne parle pas d'amour, elle parle de sécurité. Et lorsque la sécurité devient indispensable, le prix cesse d'être une question. À ce stade, aucun crime n'a encore été commis ensemble. Il y a un lien, un attachement, une exclusivité qui s'installe, une tolérance croissante au malaise. Le terrain se prépare, le système n'est pas encore clos, mais il prend forme. La correspondance a créé l'intimité, la promesse a créé la stabilité. Mais un attachement ne suffit pas à verrouiller un système. Il faut un acte qui lie, un acte qui engage, un acte qui rend le retour impossible. Monique se plaint souvent de son mari. Ce motif revient, comme un refrain. Elle parle de sa violence, des enfants qu'il garde loin d'elle, sa colère, son ressentiment, son désir de revanche sont toujours présents. Et la promesse devient concrète. Le contrat passé entre eux est simple. Omnibulée par l'idée de la virginité, Fourniret a besoin de jeunes filles. Monique Olivier, qu'il épouse en juillet 89, va l'aider. En échange, il lui promet de supprimer son premier mari. La promesse affective se mue en pacte criminel. Le lien qui stabilisait la relation devient la charpente de la complicité. Au début, il ne parle pas frontalement. Il n'écrit pas « Je veux des vierges ». Il parle de pureté, de femmes différentes, de celles qui n'ont pas été abîmées. Le mot revient sous des formes détournées, intactes, innocentes, premières. Il parle de la déception des femmes qu'il a connues. Il évoque leur corruption. Il oppose cela à une idée presque mythifiée de la jeunesse. Ce n'est pas une demande explicite, c'est une atmosphère qu'il installe, une idée qu'il normalise. Dans la correspondance, il teste, il observe comment elle réagit, il avance par petites touches, une phrase ambiguë, un fantasme formulé à demi-mot, un sous-entendu. Et lorsqu'il ne rencontre pas de rupture, il va plus loin. L'obsession se précise, il parle de virginité comme d'un idéal, comme d'une quête, comme d'une fixation, et peu à peu, ce qui relevait du fantasme devient projet. Ce n'est pas brutal, c'est progressif. Il ne demande pas d'un coup, il prépare, il installe l'idée, il la banalise, et lorsqu'elle ne s'y oppose pas, il sait, il peut aller plus loin. Deux mois après la sortie de prison de Michel Fourniret, un premier crime est commis à deux. Il y a un avant, il y a un après. Avant, c'était la promesse imaginée. Après, le pacte est scellé. Et une fois scellé, le lien devient complicité. Le secret partagé est plus fort qu'un sentiment. C'est là que le système se referme. Un couple peut survivre à beaucoup de choses, mais le partage d'un crime crée une configuration psychique particulière. Le secret devient central. Il ne s'agit plus seulement d'amour, de désir ou de dépendance. Il s'agit d'un fait grave connu de deux personnes seulement. Un secret lourd. Un secret qui, s'il est révélé, détruit tout. Le secret devient lien, et plus le secret est grave, plus le lien est serré. Ce n'est pas romantique, c'est structurel. Le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier a décrit ce qu'il appelle les systèmes clos.
Un système clos n'est pas simplement un couple fusionnel, c'est une organisation relationnelle où le tiers est exclu. Le tiers, c'est la loi, la morale, le regard extérieur, la société, l'entourage. Dans un système clos, le tiers devient menace. La relation fonctionne en circuit fermé. La vérité n'est plus définie par une réalité extérieure. Elle est définie par le couple lui-même. Ce qui est vrai, c'est ce que nous décidons. Ce qui est juste, c'est ce que nous justifions. Le secret est le noyau du système clos. Il a 3 fonctions majeures. Il exclut le monde extérieur. Il crée une interdépendance. Si l'un parle, l'autre tombe. Si l'un trahit, les deux disparaissent. Il renforce l'identité du couple. Nous ne sommes plus seulement deux personnes, nous sommes les gardiens d'un secret. Le secret devient ciment. Plus il est lourd, plus il soude. Et lorsque le secret est criminel, la solidarité devient noire. Un système clos, on peut se le représenter comme une pièce sans fenêtre. À l'intérieur, il parle, il se justifie, il reformule le monde, mais aucune voix extérieure n'entre. Le tiers, la loi, la morale, les proches, est tenu à distance. Et si quelqu'un tente d'entrer, il devient suspect, hostile, persécuteur. Le couple ne vit plus dans le monde, il vit contre le monde. Avant le premier acte, la loyauté est affective. On s'écrit, on se choisit, on promet. Après le premier acte, la loyauté change de nature. Elle devient pacte. Pas besoin de signature, l'acte scelle. Un acte commis ensemble crée une responsabilité partagée, une dette muette. À partir de là, sortir ne signifie plus seulement quitter. Sortir signifie parler, s'accuser, détruire l'autre et soi-même. La marche arrière existe encore physiquement, mais psychiquement, elle devient presque impossible. Une fois l'acte commis, quelque chose se referme. Ce n'est plus seulement aimer ou suivre, c'est porter, porter ensemble. Et ce portage a un nom, la honte. La honte est centrale ici. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis mauvais ». La honte attaque l'identité. Reconnaître publiquement la participation à un crime, c'est accepter d'être vu comme complice. Pour une personnalité dépendante déjà fragile, c'est insoutenable. La honte agit alors comme un verrou intérieur. Tant que le secret tient, l'image tient. Le silence protège, le déni protège. La honte ne pousse pas à parler, elle pousse à se taire. La honte verrouille, mais c'est la répétition qui scelle. Quand ça se répète, ce n'est plus une fois, c'est un système. Le système ne tient pas seulement parce qu'un premier acte a été commis, il tient parce que l'acte se répète. Après le premier crime, il aurait été encore possible de parler, de se dissocier, de rompre. Mais d'autres jeunes filles sont ciblées, d'autres enlèvements, d'autres meurtres. Chaque nouvel acte ne fait pas que reproduire la violence, il renforce le lien criminel. À chaque fois, la responsabilité partagée augmente. À chaque fois, la possibilité de retour diminue. La répétition transforme le pacte en structure. Ce n'est plus une faute isolée, c'est un mode de fonctionnement. Et puis la série avance, puis le silence devient vital. Parler ne signifierait plus avouer un acte, mais dévoiler une trajectoire entière. Et quand la série s'installe, on n'est plus face à un auteur et une suiveuse. On est face à une organisation, un fonctionnement à deux, une coaction. Chacun fait sa part, chacun rend l'autre possible. Il serait simpliste de parler uniquement de domination. Oui, il y a domination. Mais il y a aussi interdépendance. Michel Fourniret impulse,
Monique Olivier facilite. Il repère, elle rassure. Il décide, elle couvre. Il avance, elle ne freine pas. La coaction stabilise le système. Sans elle, certaines stratégies n'auraient peut-être pas été possibles. Sans lui, elle n'aurait peut-être jamais franchi certains seuils. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une simple soumission, c'est une complémentarité criminelle. Le système fonctionne parce que chacun y trouve une place, même si cette place détruit. Le secret soude, la répétition consolide, la coaction organise, mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi le système tient. Un lien ne se maintient pas des années uniquement par la peur ou par la honte. Il faut autre chose, une intensité, une satisfaction interne, quelque chose qui rende la transgression vivante. C'est ici qu'intervient la dynamique sadique complice. Dans certaines diades criminelles, la violence n'est pas seulement un moyen, elle devient un espace d'intensité partagée. Le sadisme cliniquement n'est pas simplement de la cruauté, c'est une position face à la limite. La jouissance, au sens psychanalytique, n'est pas le plaisir, c'est ce qui dépasse la limite, ce qui frôle l'interdit, ce qui éprouve la loi. Dans ce couple, la transgression devient un moment d'union. Elle distingue le nous du reste du monde. Plus l'acte est interdit, plus le lien se renforce dans cette transgression. Les expertises judiciaires ont évoqué le fait que les crimes pouvaient être rejoués symboliquement dans l'intimité du couple. Cela signifie que la violence ne restait pas extérieure, elle s'infiltrait dans la sexualité, elle devenait scénario. Il ne s'agissait pas seulement d'actes commis dehors, il s'agissait d'une mise en scène répétée dans l'espace conjugal. Selon plusieurs éléments du dossier, Monique Olivier devait parfois incarner la figure de la Vierge. Cette précision est fondamentale parce que cela signifie que l'obsession de Michel Fourniret ne se limitait pas aux victimes. Elle structurait le lien du couple, la sexualité devenait théâtre, un théâtre où l'interdit était rejoué, où la domination était répétée, où la transgression devenait excitation. Cliniquement, cela montre que la perversion ne s'arrête pas à l'acte criminel. Elle infiltre le lien, elle transforme le partenaire en support du fantasme, et pour une personnalité dépendante, accepter de jouer ce rôle peut devenir un moyen de maintenir la relation. C'est-à-dire se conformer, s'inscrire dans le désir de l'autre, se rendre indispensable. La sexualité devient alors outil de fixation, la transgression devient langage commun. Plus le scénario est extrême, plus l'intensité est forte. Et plus l'intensité est forte, plus le lien devient addictif. Quitter ne signifie plus seulement perdre un homme, quitter signifie perdre cette intensité, perdre la place dans le fantasme, perdre la fonction. Et dans une organisation dépendante, comme celle de Monique, perdre la fonction peut être vécu comme perdre l'existence. Mais cette intensité n'est pas hors cadre, elle se construit contre quelque chose, contre une limite, contre une loi. Et pour comprendre cela, il faut introduire une lecture supplémentaire, la question de la loi symbolique. Dans la théorie lacanienne, la loi n'est pas seulement la loi juridique, c'est la loi symbolique, celle qui introduit une limite, celle qui dit non, non à la toute-puissance, non à la fusion totale, non à l'appropriation absolue de l'autre. Cette fonction, Jacques Lacan, psychanalyste, l'appelle le nom du père. Ce n'est pas le père réel, c'est la fonction qui introduit l'interdit. L'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre, l'interdit de disposer du corps d'autrui comme d'un objet. Dans une structure perverse, la loi n'est pas ignorée. Elle est connue, mais elle est défiée. La perversion ne consiste pas à ne pas savoir que c'est interdit, elle consiste à mettre en scène l'interdit, à le contourner, à le provoquer, à en faire le théâtre de sa jouissance. Dans un système clos, le tiers disparaît progressivement. On l'a vu, le tiers c'est la loi, la morale, la société, le regard extérieur, la séparation.
Le couple devient autoréférencé. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il décide. Ce qui est acceptable, c'est ce qu'il justifie. Et le langage lui-même change. Quand une victime est réduite à une formule, à une catégorie, à une abstraction, elle cesse d'être sujet. Elle devient objet. Et quand le langage déshumanise, l'acte devient possible. La loi symbolique est court-circuitée, le tiers n'intervient plus, le couple devient monde. Chez Lacan, lorsqu'une limite fondamentale est exclue du champ symbolique, elle ne disparaît pas, elle revient. Mais elle revient dans le réel, c'est-à-dire sous forme brutale. Ici, la loi symbolique a été exclue dans l'espace du couple. Elle revient sous forme judiciaire. Le procès n'est pas seulement une procédure, c'est l'irruption du tiers, les juges, les avocats, la presse, les familles. La parole circule, ce qui était secret devient public, ce qui était nous devient exposé, la loi revient, et avec elle, la séparation. Un système clos tient dans l'ombre. Quand la lumière judiciaire arrive, le secret cesse d'être exclusif. Les versions divergent, les responsabilités se déplacent, le nous contre le monde se fragmente, le tiers réintroduit, défait la fusion. Le couple redevient deux sujets face à la loi. Ce qui avait tenu pendant des années reposait sur le secret, la répétition, la honte, l'intensité transgressive et l'exclusion du tiers. Quand le tiers revient, le système perd sa cohérence et c'est là que survient l'effondrement. Un système clos donne l'illusion de solidité, mais il est fragile. Il dépend de l'ombre. Quand tout est nommé, quand tout est exposé, la structure interne se désorganise. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, c'est progressif. Le lien qui tenait par le secret ne tient plus. La honte change de nature, elle n'est plus interne, elle est publique. Et l'identité qui s'était construite dans la collusion se retrouve face au regard social. Ce qui s'est construit ici n'est pas une simple histoire d'emprise. C'est la rencontre de deux organisations psychiques, une structure perverse cherchant la transgression et la mise en scène de la limite, une organisation dépendante cherchant la désignation, la stabilité, la continuité du lien. La solitude a ouvert la porte, la correspondance a créé l'attachement, la tolérance a franchi un seuil, le premier acte a scellé le secret, la répétition a transformé le pacte en structure, la jouissance a consolidé le lien, l'exclusion du tiers a installé le système clos, la justice a réintroduit la loi et le système s'est fissuré. Derrière cette mécanique, il y a des prénoms, et derrière ces prénoms, il y a des vies interrompues, des familles qui ont dû continuer sans elles, des proches qui ont appris une langue nouvelle, celle de l'attente, du manque et de l'irréparable. Alors oui, on peut démonter un système, nommer une emprise, parler de pacte, de honte, de coaction, de loi, mais ce travail n'est pas là pour rendre l'horreur compréhensible. Il est là pour qu'elle ne soit pas seulement un récit, pour qu'on voit ce qui s'est fabriqué pas à pas, et qu'on refuse de réduire ces jeunes filles, ces petites filles, à ce que d'autres ont voulu faire d'elles. Elles n'étaient pas des fonctions, elles n'étaient pas des objets, elles étaient des personnes, et cela suffit à imposer une limite. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. Si cet épisode vous a permis de comprendre autrement, de voir au-delà des faits, alors partagez-le. Vous pouvez également soutenir le podcast en vous abonnant, en laissant une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.